Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Alors, bonsoir et merci d'être venu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est les sectes. Mais pas seulement les sectes comme on les connaît, c'est-à-dire comme des mouvements religieux, mais plutôt les sectes comme concept. Parce que le phénomène sectaire, ce n'est pas seulement en relation avec la religion, mais c'est en relation avec toute une façon de penser et toute une façon de, dira-t-on, de présenter une idéologie. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental. Et pendant à peu près une vingtaine d'années, j'ai été spécialisé dans le principe sectaire, dans les problèmes sectaires, dans surtout les gens qui avaient été en relation, enfin qui avaient été membres d'une secte, et en y sortant, dans quel état ils étaient et comment on les remettre un petit peu en ordre, un peu remettre de l'ordre dans tous leurs problèmes. La plupart des gens qui avaient été membres d'une secte en sortant, ils étaient très souvent jugés comme étant borderline ou maniodépressifs, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire bipolaires, parce que les psychiatres n'étaient pas aptes à reconnaître, en fin de compte, la façon dont était programmé ce genre de personnes. Je m'en suis fait une spécialité, ce qui fait que j'étais le seul au Danemark avec cette spécialité et un des seuls en Scandinavie. Et donc j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec ça et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Bon, c'était un terrain relativement vierge pour ceux qui étaient de la psychologie dans ce domaine. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Entre autres que les religions n'étaient pas nécessairement sectaires. Et secte ne voulait pas dire nécessairement religion. J'avais retrouvé certaines des façons de fonctionner de diverses sectes dans dans des idéologies qui n'avaient absolument rien à voir avec la religion. Par exemple, dans des trucs du genre Herbalife, je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était en fin de compte une poudre de protéines, un petit peu comme on pouvait en trouver dans n'importe quel supermarché. Mais la façon de travailler le personnel, comme on les appelait, ou les vendeurs, etc., était tout simplement sectaire. En plus de ça, j'informais sur le phénomène sectaire, j'étais souvent dans les débats, j'étais spécialiste à la Cour royale du Danemark pour les problèmes sectaires, psychologiques et sectaires, ce qui fait que j'étais attaqué relativement souvent de la part de diverses sectes. Et cela a fait que j'ai aussi compris pas mal de choses sur leur façon de fonctionner et de tacler ou d'utiliser ou de travailler sur leurs ennemis, entre guillemets. Et ce qui a fait que j'ai de plus en plus travaillé sur l'idéologie sectaire. En gros, on pourra dire que, enfin, je dis que on peut considérer la philosophie sectaire ou la façon de fonctionner sectaire comme étant une dictature ou une forme de pensée totalitaire. Et cette forme de pensée totalitaire, pour ce qui est des sectes, contient plusieurs éléments qu'on va retrouver, en fin de compte, à chaque fois et dans chaque principe sectaire. La première des choses que vous allez retrouver dans une secte, ça va être un but. Le but peut être, on va rentrer plus en détail sur ce que sont ces différents éléments. Donc pour l'instant, je fais juste une vue d'ensemble. Vous allez dans toutes les sectes voir qu'il y a un but, qu'il y a un idéal, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, voilà, qu'il y a un idéal, il va y avoir des règles, un code que l'on doit suivre, il va y avoir une menace, c'est-à-dire un ennemi qui va être clairement identifiable, et on va avoir des fois un conflit.
on n'aura pas toujours ce conflit. Ce conflit n'est pas un élément essentiel tant qu'il y a la menace. La menace est là toujours. Mais dans certaines sectes, vous allez avoir un conflit à un moment donné, une guerre, grande explosion, ce que vous voulez. Mais dans certaines autres sectes, on va se contenter d'une menace qui est là constamment, qu'on est constamment en train d'essayer de combattre. Pour un petit peu faire tout ça un peu plus clair, on va prendre quelques exemples. Vous allez avoir, par exemple, peut-être qu'il faudrait que je vire ma tronche de là, parce que là, ça a l'air de... Voilà. Donc, pour ce qui est, par exemple, des témoins de Jéhovah, ou la tour de garde, comme on les appelle, le but de la secte, ça va être que nous allons tous vivre dans un paradis. Alors, la secte des témoins de Jéhovah a deux différents paradis. Il y a un paradis première classe et un paradis seconde classe. Mais d'une façon ou d'une autre, on va vivre dans l'un ou dans l'autre. L'image idéale, la personne qui en fin de compte est la personne qu'on doit suivre, donc on pourra dire que c'est un gourou ou une personnalité qui a existé ou qui n'a pas existé ou qui existe en ce moment ou qui est morte depuis longtemps. Dans ce cas-là, c'est Jésus. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus était le prototype de l'homme parfait. Il était humain et il était l'homme parfait. Il y a donc le code ou les règles, et ça, ce code, ces règles, ça vient dans la Tour de Garde, qui est le magazine qui sort tous les 15 jours des témoins de Jéhovah, et dont on doit étudier les articles, les réunions auxquelles on va, dans la salle du royaume, enfin bref, il y a tout un tas de règles qui vous sont inculquées par diverses méthodes. Il y a une menace, et cette menace quasi constante est donc Satan. Satan est donc toutes les autres religions que les témoins de Jéhovah. C'est la façon dont le malin a de détourner les gens de la vraie et la seule religion, donc les témoins de Jéhovah. Donc ce qui veut dire que toutes les religions, le judaïsme, l'islam, ce que vous voulez, c'est Satan. Mais le grand ennemi, ça va être l'Église catholique. C'est un élément que l'on voit dans la plupart des sectes chrétiennes ou d'appartenance chrétienne, parce que la plupart de ces sectes viennent des États-Unis. Et les États-Unis sont un pays protestant. Les protestants qui sont aux États-Unis ont leur origine, en fin de compte, de l'Europe et des guerres qu'il y avait entre l'Église catholique et la naissance de l'Église protestante à l'époque. Ce qui fait que les gens qui sont partis de là ont une haine envers l'Église catholique. Et généralement, on trouvera toujours l'Église catholique comme le mal, le Satan, est-ce que vous voulez, dans la plupart des sectes d'origine chrétienne que l'on peut trouver, qui trouvent leur origine aux États-Unis. Et donc, les témoins de Jéhovah ont leur conflit ou leur guerre, et c'est donc Armageddon, la fin du monde, au moment où Satan et Dieu vont s'affronter. Dans un exemple de secte un peu plus, pourrait-on dire, un peu plus actuel, qui est beaucoup plus jeune, vous allez trouver quelque chose comme la Scientologie. Et d'après eux, le but, c'est donc un monde clear, c'est-à-dire que d'après la Scientologie, en fin de compte, il y avait un dictateur qui vivait il y a 75 millions d'années sur une autre planète. Il était dictateur de la Fédération galactique. Et puis, à l'aide de différents psychiatres extraterrestres, il a 13 500 milliards d'extraterrestres sur Terre dans des vaisseaux spatiaux qui ressemblaient à des Douglas DC-8 à l'époque. Il les a jetés donc dans des volcans et qui leur a fait exploser avec des bombes d'hydrogène. Et donc, cela veut dire que toutes ces personnes se sont faites dans un amalgame et se sont fixées sur nous, êtres humains. Donc, on a plusieurs parties de ces êtres sur nous. Et cela, on peut les exorciser en gros, c'est ce qu'on appelle les engrammes en scientologie. Et donc, ces personnes, on peut les exorciser au travers de la secte de la scientologie, au travers de laquelle on peut avoir des auditings et puis se débarrasser de ces engrammes et donc de devenir clear, c'est-à-dire clair, de ces engrammes. Dans ce cas-là, l'idéal, c'est donc Lafayette Ron Hubbard, ou L. Ron Hubbard, comme on l'appelle dans le quotidien. C'est donc le gourou de la secte, c'est lui qui a démarré le mouvement.
Et puis, donc, les règles, elles sont inscrites dans les livres et dans les cours de ce qui s'appelle New Era, qui est donc l'entreprise de la scientologie, d'où sort toute la littérature. Vous suivez des cours, vous suivez des auditings, etc. La menace, ce sont les... Alors là, je ne suis pas trop sûr en français. En anglais, on les appelle les SP, les suppressive persons, les personnes suppressives. Et une personne suppressive, c'est ou une personne comme moi qui combat la scientologie ou qui l'ait combattue, ou les anciens membres qui se tournent contre la secte, etc. Ou tous ceux qui critiquent la scientologie sont des PS, des personnes suppressives. Et donc, il n'y a pas de conflit à un moment donné comme à Armageddon. C'est donc une menace constante contre laquelle les scientologues se battent. Maintenant, là, on est resté, comme vous avez vu, on est parti d'une secte plus ou moins chrétienne. On s'est déplacé vers une secte plus ou moins science-fiction, Star Trek, Star Wars, ce que vous voulez. Mais on peut aller plus loin dans les idéologies sectaires. Par exemple, si vous regardez le communisme en tant que façon de penser, vous avez également ces éléments. Vous avez le but, la société communiste où tout le monde est égaux et tout fonctionne bien et c'est une société égalitaire comme dans quel pays bon, ça on laisse tomber. Vous avez des idéaux, vous avez un idéal, ça va être les grands différents maîtres du communisme, ça va être Marx, ça va être Staline, ça va être Lénine, ça va être, enfin bref, toutes ces personnes. Il y a des règles à suivre qui sont données par les différents gourous, qui sont également données dans différentes écritures, le Capital, Das Kapital de Marx et d'autres écrits, des choses que l'on fait entre son autocritique dans différentes réunions du parti. Il y a une menace qui est quasi constante, qui est donc le capitalisme et tout ce qui est de la pensée capitaliste. Et puis vous avez le conflit, alors eux ils l'ont par exemple, c'est la révolution, où ça va être le chaos, ça va être de mener le monde à un chaos qui va donc être une forme de révolution et qui va nécessairement mener au communisme. Vous avez tous les éléments sectaires dans un mouvement politique. Vous pouvez aussi également le projeter sur un mouvement peut-être plus idéologique, comme le véganisme par exemple, donc le but c'est de ne pas avoir d'impact négatif sur la nature. Ils ont aussi le principe que toutes les vies sont exactement égales, c'est-à-dire que la vie d'un être humain égale la vie d'une vache, égale la vie d'un chien, égale la vie d'une puce ou d'un moustique. Vous allez avoir plusieurs idéaux. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Comme vous pouvez le voir, au travers de ce développement, on a de plus en plus de gourous, entre guillemets, ou d'idéaux, et il y en aura de plus en plus. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Mais là, vous avez donc plusieurs écrivains ou plusieurs grands penseurs du véganisme. Vous allez aussi avoir plusieurs acteurs et actrices qui vont officiellement se dire vegan, par exemple. Vous avez des règles que vous pouvez trouver sur vegan.org, par exemple, ou sur d'autres sites, parce que là aussi, il y a plusieurs directions. La menace quasi constante, ça va être les autres personnes, ça va être ceux qui sont carnivores, ceux qui partent en vacances en avion et qui détruisent la planète, ceux qui, en fin de compte, vont mener à la fin du monde, parce que ça va mener à une sorte d'Armageddon. Le monde va finir par exploser parce qu'on continue à polluer, parce que les vaches pètent, parce que plein de trucs. Donc, il n'y a pas, par contre, de conflit du genre révolution ou du genre Armageddon. Peut-être que dans certaines directions du véganisme, il y en a. Maintenant, je ne suis pas expert du véganisme, heureusement. Et on pourra peut-être à un moment donné trouver un conflit qui va faire que tout le monde devra devenir vegan. Mais en gros, vous pouvez retrouver donc tous ces éléments dans toutes ces façons de penser, dans toutes ces philosophies qui sont basées, qui sont sectaires, qui est factice. En fait, factice, c'est du danois, qui vous rend la façon de penser ou la façon d'être sectaire. La différence entre la religion
et la secte, quand on parle par exemple témoins de Jéhovah, etc., et une religion, parler du catholicisme ou du protestantisme, c'est que dans toute secte, c'est un mouvement, c'est une dictature. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dévier des lignes de la secte. Et alors que, par exemple, dans le véganisme ou dans d'autres, par exemple dans la religion catholique ou dans la religion protestante, vous pouvez avoir plus de largesse d'esprit, plus de possibilités d'être différent des autres. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout d'un point à l'autre. Certaines sectes sont obligés d'évoluer et de devenir une religion à partir d'un certain moment. Parce que dans la structure sectaire, il y a plusieurs problèmes. Si un des éléments que j'ai nommé, par exemple, but, idéal, règle, menace ou conflit, pas conflit, but, idéal, règle et menace. Si un de ces éléments tombe, disparaît, pour une raison ou pour une autre, s'il n'y a plus de but, la secte disparaît. Si l'idéal disparaît, la secte disparaît. Alors, ça ne veut pas dire que si le gourou meurt, la secte disparaît, mais ça arrive. Mais si il n'y a personne pour reprendre le flambeau, la secte disparaîtra. Si les règles disparaissent, la secte disparaît. Et si la menace disparaît, la secte disparaît. En gros, ces 4 premiers points sont extrêmement importants. Ce qui fait que lorsque des éléments sont enclins à disparaître, une secte propre de ce nom va essayer de les garder en vie. Et c'est par exemple ce qui se passe lorsque un gourou reprend le rôle de l'autre, etc., etc. Et si ce n'est pas possible, par exemple comme les témoins de Jéhovah qui à un moment donné ont eu une de leurs grandes doctrines, 1914, qui a commencé à s'émousser et à tomber, ce qui se passe, c'est que la secte va commencer à adoucir certains de ses principes pour garder ses membres. Alors là, de deux choses l'une, ou bien la secte continue à adoucir certains de ses développements et donc va garder ses membres et va devenir en quelque sorte une religion, parce que dans ce cas-là, c'est moins dictatorial, ou bien vous allez avoir certains membres qui sont toujours dans la mentalité sectaire, qui vont partir de cette secte et aller dans une autre, ou en former une autre, qui va créer donc d'autres mouvements pour pouvoir continuer en fin de compte la façon de penser sectaire. Avant de pouvoir vraiment saisir tout ça, il y a 2 principes importants qui vont expliquer pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent. Avant de pouvoir dire comment une secte peut continuer en tant que secte ou s'écrouler, disparaître, ou se transformer en d'autres sectes, ou devenir une religion, il est important de comprendre le principe de Maslow et le principe de cette fameuse pyramide de Maslow. Si vous l'avez vu à l'école, c'est des choses qui des fois sont enseignées. D'après Maslow, nous avons une pyramide des besoins et tant que les besoins d'un niveau de la pyramide, qui sont en plusieurs niveaux, tant que les besoins d'un niveau de la pyramide ne sont pas remplis, on va rester bloqué à ce niveau-là. Et une fois que le niveau est rempli, on peut passer au niveau supérieur. C'est-à-dire que tant qu'on est obligé, les besoins de base, nourriture, eau, sexe, sommeil, etc. Si ces besoins ne sont pas remplis, les gens vont être obligés de continuer à travailler, etc., etc. Ils vont rester à ce niveau-là pour avoir ces besoins de base remplis. Une fois que ces besoins de base sont remplis, il va leur en falloir plus. Ça va être une sécurité du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, etc., etc. Quand ces besoins sont remplis, on peut passer au niveau supérieur, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec les sectes, me direz-vous? J'y viens. Maintenant, on va transposer, pas nous, quelqu'un qui s'appelle Herzberg l'a transposé pour nous. On peut transposer ce modèle dans la pensée d'entreprise. Et c'est-à-dire que vous allez avoir, au niveau de l'entreprise, on va dire qu'on peut transposer ces différents principes dans des principes plus économiques,
du façon de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, la paye. La paye, ça va être au niveau 1. Ça va être ce qu'on appelle le niveau, les besoins de base. C'est-à-dire que si le besoin de base n'est pas rempli, vous allez bloquer les gens à ce niveau-là et vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire que si vous ne leur donnez pas suffisamment de paye, d'argent, à la fin du mois, les gens vont être insatisfaits et vous allez avoir des problèmes. Maintenant, on s'est aperçu, en suivant ce principe, que le fait de donner plus d'argent aux gens, en tant que paye, c'était en fin de compte leur donner, si on voulait transposer ça du côté de Maslow, c'est leur donner de plus en plus à manger et à boire. Et ça ne remplit pas le besoin qui va au-dessus. Cela donne de la non-satisfaction, c'est-à-dire que le mec, il n'est pas insatisfait, il ne va pas foutre le bordel, mais c'est non satisfaisant. C'est-à-dire qu'il va trouver que c'est un boulot, ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est alimentaire, quoi, en gros. Pour faire travailler les gens, le principe n'est pas de leur donner plus d'argent, à part quand on arrive tout en haut de la pyramide, où ça devient un statut d'avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'un PDG qui touche 50 millions par mois a un statut beaucoup plus haut qu'un PDG qui gagne 10 millions par mois. Mais là, on est arrivé tout en haut de la pyramide. Mais ce qu'il faut faire, ça va être de remplir le besoin suivant dans la pyramide, le besoin de sécurité, ou le besoin d'appartenance, ou le besoin d'estime. C'est-à-dire qu'on va donner à l'employé, plutôt que de lui donner 5 € de plus de l'heure, on va lui donner une casquette d'une autre couleur, et puis un statut, un galon, une importance. Ça va être lui qui va avoir le droit d'ouvrir et de fermer la porte ou d'allumer la lumière. Enfin bref, on va lui donner une certaine importance, ce qui fait qu'en lui donnant une augmentation minimale de 5 centimes d'euros par exemple, et en lui donnant un galon et une importance, on obtiendra plus de lui qu'en lui donnant 20 € de plus de l'heure, en quelque sorte. Et ce principe fait que de cette façon-là, on peut faire travailler les gens. Par exemple, c'est ce qu'ils font à McDo et à différentes entreprises américaines. C'est la façon dont on peut faire fonctionner les gens et travailler les gens pour très peu d'argent, en fin de compte, en leur donnant une certaine importance, en leur donnant une valeur personnelle. Les sectes qui ont compris ça vont pouvoir survivre parce qu'elles donnent à leurs membres une importance, elles donnent à leurs membres une importance, pourra-t-on dire, égocentrique. Ce sont des personnes choisies. Déjà, faisant partie de cette secte, ils ne font plus partie du troupeau de nous autres. Donc déjà, ils sont spéciaux, ils font partie d'une minorité. Et dans la secte, en leur donnant différents rôles, différentes importances, on peut les conserver en train de bosser, en train de travailler pour la secte. Certaines sectes ont compris ça et l'utilisent. Ça va être des trucs comme la Scientologie, comme les témoins de Jéhovah. D'autres sectes ou d'autres pensées sectaires ne l'ont pas compris. Et dans ce cas-là, à partir du moment où un des éléments s'écroule, etc., ils n'ont rien pour le remplacer. Et puis, la secte va s'écrouler. Ou se diviser en plusieurs autres sectes. Alors, par exemple, si on veut prendre la pensée, je ne sais pas moi, on va prendre le principe on peut prendre le LGBT, par exemple, le mouvement LGBT. À mon époque, par exemple, le mouvement LGBT, c'était le mouvement LGBT. Il n'y avait pas plus Q, R, P, C, mon cul sur la commode. On avait, au Danemark, en plus, on utilisait les termes d'argot, c'est-à-dire que c'était l'organisation des PD et des lesbiennes. Ce qui était à l'origine une insulte est devenu un mot tout à fait courant et a été totalement désactivé en tant qu'insulte. Et donc là, on avait les homosexuels, un point, c'est tout. Maintenant, si on voit le mouvement, vous avez également tous ces principes, le but, vous avez différentes personnes de troupe, différentes personnes importantes, il y avait un combat, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, le problème, dans certains cas, c'est que le combat est devenu moindre et moindre parce que, en fin de compte, dans la plupart des pays occidentaux, il n'y a rien à combattre. C'est pas vrai, il n'y a pas d'homophobie. On s'en inquiète pas trop. Il y a des gens qui aiment bien, il y en a d'autres qui n'aiment pas, mais à part ça, il n'y a pas vraiment. Enfin,
Je veux dire, ce n'est pas comme en Russie ou dans différents autres pays où on tue les homosexuels, on les torture pas, on les met pas en prison, on les empêche pas de travailler. Enfin bref, je veux dire, il y a pas trop de soucis. Donc ça veut dire que tout d'un coup, il disparaît plusieurs éléments de ce principe-là. Maintenant, à part certains éléments importants de ces différents mouvements, c'est-à-dire les personnes qu'on peut voir à la télévision, etc., le reste, c'est une masse plus ou moins informe, et ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, enfin, vous n'avez pas tous ces éléments dont je viens parler de Maslow et Herzberg. Ce qui fait qu'à un moment donné, la secte ou la pensée va se diviser. Et ça va être nécessaire parce que tout d'un coup, on n'est plus unique, on n'est plus différent, on n'a plus rien contre quoi se battre. Donc, on est obligé de trouver un nouveau but ou on est obligé de trouver un nouvel ennemi. C'est pour ça que dans tous ces mouvements plus ou moins woke, etc., qui s'agglomèrent un petit peu à cette pensée, vous allez voir qu'on va mettre beaucoup de choses dans un ennemi. Ça va être l'homme blanc, ça va être le patriarcat, ça va être les parents, ça va être la lutte des classes, ça va être le racisme, ça va être... Enfin bref, le but, enfin l'ennemi, il est très flou, etc. Et puis il suffit que l'un des mouvements, à un moment donné, on prenne quelqu'un comme ennemi, que d'autres ne le prennent pas comme ennemi. Ce qu'on va obtenir, ça va être une scission de la secte en une autre secte. Et là, par exemple, j'ai été faire un tour sur Wikipédia. Et donc, ce qui s'appelait à l'origine l'association LGBT, en tout cas au Danemark, c'est devenu, en fin de compte, une organisation parapluie pour contenir d'autres organisations qui ont plus ou moins le même but, mais qui ont quelques petites différences. On se trouve un but un petit peu supplémentaire, un petit peu différent. Vous en avez d'autres qui vont partir du mouvement parce qu'on se bat contre ceci ou contre cela, etc. etc. Nathalie, vous n'étiez pas là au début, donc la réponse que vous me posez, en fin de compte, je l'ai déjà répondu. Je suis désolé. Maintenant, tous ces mouvements qui sont basés sur, dira-t-on, quelques buts qui sont très personnels, font que, en fin de compte, les sectes se déploient de plus en plus et deviennent de plus en plus morcelées. Et cela fait que, en fin de compte, on va finir par avoir des mouvements ou des associations, ou ce que vous voulez, qui vont contenir 2, 3, 5, 10 personnes ou même une personne. L'autre point faible de tout ce genre de situation est en fin de compte que les sectes, quelles qu'elles soient, que l'on parle donc des sectes à tendance chrétienne, scientologie, etc., vont appeler à plusieurs genres de personnes. Elles vont appeler à des personnes qui sont en état de faiblesse. Ça va être une personne qui a perdu un être cher, etc. D'ailleurs, à l'époque, c'était bien connu que les témoins de Jéhovah voyaient les annonces, lisaient les annonces obituaires et allaient visiter les personnes qui avaient perdu un proche, car elles avaient officiellement de la secte aux membres. On leur disait que c'était pour appeler à les soutenir, à les aider, à les soutenir dans ce moment difficile. Bien entendu, le but était autre, mais les membres ne le savaient pas nécessairement. Donc, les personnes en état de faiblesse, pour une raison ou pour une autre, les personnes qui ont un manque de confiance en elles, également pour une raison ou pour une autre, et les personnes narcissiques à tendance narcissique qui ont envie de se séparer, d'être quelque chose de spécial. C'est donc aussi une des raisons pour laquelle ces mouvements vont se exploser en quelque sorte en des mouvements plus petits, parce que à partir du moment où une personne narcissique, par exemple, n'obtient plus gain de cause ou ne se sent plus au centre du truc, il va créer sa propre secte où il va aller dans une autre direction où il peut être spécial et il peut être différent des autres. Ce manque de confiance en soi et ce principe de narcissisme, ça explique donc beaucoup de ces divisions et de cette pensée sectaire, de vouloir avoir tous ces principes, donc but, ennemi, etc., en place.
mais ça n'explique pas tout. Alors, il y a également des explications sociologiques, mais ça, je ne veux pas entrer dans ce domaine en ce moment, parce que déjà que ça a duré déjà beaucoup plus longtemps que je le pensais que ça allait durer. Si je devais passer par là, on n'en aurait pas fini. Je vais donc me concentrer ou me contenter de parler du principe psychologique. Et l'un des autres principes importants, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive l'accommodation et l'assimilation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est en fin de compte la façon dont notre cerveau fonctionne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces posters ou ces images que l'on peut trouver sur Internet qui vous disent « Avant de me juger, marche 3 lunes dans mes mocassins » ou « Un mois dans mes mocassins » ou « Apprends à me connaître », enfin bref, un truc dans ce genre-là. Ça, excusez-moi du peu, mais c'est une belle connerie. Pour la bonne raison que l'être humain juge, l'être humain est fait pour juger et l'être humain a besoin de juger. Il en est de notre survie. Nous sommes obligés de juger. C'est de cette façon dont notre cerveau fonctionne. Notre cerveau ne fait rien d'autre, enfin, si, autre chose, mais il est très important pour notre cerveau de juger. Notre cerveau juge constamment. Si je fais une vue circulaire de la pièce en ce moment, mon œil envoie les informations à mon cerveau, des informations visuelles qui sont traitées par mon cerveau et qui me font une image mentale de ce que je suis en train de voir. Mais vous ne pensez quand même pas que mon cerveau analyse tous les éléments de l'image et les envoie à mon cerveau et que je vois tous les éléments de cette image. C'est faux. Mon cerveau va prendre une image, rien, une image, rien, une image, rien, etc. Et ce qu'il y a entre les images, il va faire un jugement, il va faire une appréciation, il va se faire une idée de ce qu'il y a entre ces deux images. Tout simplement parce que notre cerveau ne peut pas traiter toutes ces informations d'un coup. C'est tout à fait impossible. Donc, c'est pour ça que, par exemple, vous ne voyez pas quelque chose qui est sous votre nez parce que votre cerveau ne l'a pas vu, tout simplement parce que vous avez vu ce qu'il y avait là, mais pas ce qu'il y avait entre les deux. Et puis, tout d'un coup, vous vous dites, zut, pourquoi je ne l'ai pas vu? Il est là, juste devant moi. Eh bien, c'est parce que votre cerveau n'a pas traité l'information. Votre cerveau juge et anticipe certaines choses. Donc, il va un petit peu son petit bonhomme de chemin, votre cerveau. Hein. Il juge les possibilités, un petit peu comme dans un jeu d'échecs. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez des déjà-vus. Je ne sais pas si vous connaissez ça, sûrement. Disons, par exemple, que vous regardez dans la rue et puis vous voyez un petit garçon ramasser une pierre blanche. Puis vous dites, tiens, c'est vachement bizarre ce truc-là parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ce petit garçon ramasser cette pierre blanche à cet endroit. Comment est-ce possible? Oh, mais Dieu! Mais c'est bien sûr. Votre cerveau, en voyant ce petit garçon, ça a été à un moment donné une façon dont il a vu le truc. Il a vu le paysage, il a vu la petite pierre blanche, et puis il s'est dit, tiens, dans les possibilités, le petit garçon peut marcher. Autre possibilité, il peut ramasser cette pierre blanche. Et puis, le petit garçon a vu la pierre blanche et la ramasse. Donc pour votre cerveau, il l'a vu 2 fois. Il l'a vu la première fois quand il l'a anticipé et la seconde fois quand ça s'est produit exactement. Et donc vous l'avez vu 2 fois. C'est tout à fait exact. Donc votre cerveau fonctionne en anticipation et fonctionne en jugeant. Et c'est très bien. Parce que par exemple, si étant petit, vous avez mis votre main sur une plaque rouge sur le four, enfin sur la cuisinière, et que vous vous êtes brûlé, votre cerveau va juger une plaque rouge, ça veut dire qu'elle est chaude, ça veut dire que tu ne mets pas les mains dessus. Maintenant, c'est problématique si vous faites un mauvais jugement, c'est-à-dire que si votre cerveau dit « Ok, tout ce qui est rouge est dangereux, est chaud, il ne faut pas que je touche à quoi que ce soit de rouge », là, il a fait un mauvais jugement et là, ça va vous faire prendre de mauvaises décisions. Donc, le cerveau juge et nous jugeons et c'est comme ça que nous survivons. C'est parce que nous jugeons qu'un gros chat avec une grosse crinière en face de moi, mieux vaut courir, mieux vaut monter dans un arbre, mais en tout cas pas rester là.
C'est ce genre de jugement. Et si malheureusement c'est un caniche un petit peu gros qui a une crinière, bon, bah, dans ce cas-là, je prends une mauvaise décision, mais bah, c'est comme ça. Donc nous jugeons et tout dépend d'un côté, si on a fait une mauvaise association ou pas, et ce qu'on appelle le principe ou le problème de l'assimilation et de l'accommodation. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour rendre les choses un peu plus claires et plus faciles à comprendre, on va pouvoir dire que notre cerveau est composé de plein de cases, plein de boîtes qui sont vides. Elles n'ont pas de label, elles n'ont rien. Il y a plein de boîtes vides quand on est. Et puis ces boîtes, on va pouvoir les remplir de différents trucs, de différents jugements qui vont nous aider ou ne pas nous aider. Ça dépend de la façon dont on a jugé les plaques rouges, à prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Alors pour bien faire comprendre le principe, je vais utiliser un exemple que j'ai tiré du livre Le temps des secrets de Marcel Pagnol. À un moment donné, le héros, Marcel Pagnol, a eu un problème avec un élève et il a été appelé au bureau du directeur. Et là, il doit rencontrer le père de ce fameux élève. Et à cette époque, rencontrer le directeur de l'école, c'était quand même quelque chose d'important et de dangereux. En voyant ce père arriver, Marcel Pagnol se rend compte qu'il est roux. Et sa mère lui avait dit, les roux, ils sont tout bons ou tout mauvais. Il n'y a rien entre les deux. Et donc, en voyant qu'il était roux, Marcel Pagnol était très inquiet. Et pour l'histoire, le père de cet enfant, donc l'homme roux, a pris le parti de Marcel Pagnol et a mis une claque à son propre gamin. Ce qui fait que Marcel Pagnol en a conclu que celui-là, il était tout bon. Et je me suis dit que c'était un bon exemple à prendre parce que comme ça, je n'entrais pas en problème avec les juifs, les arabes, les noirs, les homosexuels, ce que vous voulez. Je me suis dit, on va s'attaquer aux roux parce que c'est quand même moins dangereux. Disons que, à un moment donné, étant jeune, étant petit, ma mère ou ma grand-mère m'a appris cette fameuse phrase, les roux, ils sont ou tout bons ou tout mauvais, il n'y a rien entre les deux. J'ai pris ce principe. Je mets dans ma boîte, je mets un label qui s'appelle les roux. Voilà. Et puis, à l'école, un jour arrive un nouvel élève et il est roux. Je me dis, tiens, un roux, il va falloir que je fasse attention. Maintenant, je peux voir que ce roux, il est normal, quoi. Il est comme nous, il est ni tout bon, ni tout mauvais. Normal. C'est déstabilisant quand même, hein. Si j'ai suffisamment de confiance en moi, en tant que personne, en tant que jeune homme ou en tant que petit garçon, ce que vous voulez, je vais me dire, bon, ok, là, ce que maman m'a appris ou ce que ma grand-mère m'a appris, c'est pas bon. J'enlève l'étiquette de la boîte et puis on n'en parle plus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Je m'adapte au monde extérieur. Mais maintenant, si j'ai pas beaucoup de confiance en moi, pour une raison ou pour une autre, c'est quand même bizarre que ça ne corresponde pas. Comme j'ai une boîte avec une étiquette dessus, je ne vais pas enlever l'étiquette, parce que j'ai mis l'étiquette maintenant, donc je vais observer. Et à un moment donné, ce garçon roux, il va faire quelque chose de bien ou de mal, ce que vous voulez, et puis dire, voilà, ça y est, maman avait raison, je vais prendre le roux, boum, et je vais le mettre dans la boîte dans laquelle il appartient. Donc maintenant, j'ai ma boîte et dedans, il y a un roux, c'est-à-dire une expérience. C'est ce que j'ai appelé une expérience. Quelque temps plus tard, va arriver une rousse, une nouvelle dans la classe. Ok, arrive une rousse. Et là, je vais déjà dire, ok, même si elle est normale, comme la plupart des rousses, je vais me dire, ouais, quand même, j'ai ma boîte, il y a le label et il y a quelqu'un dedans. Alors, et à partir du moment où elle va dire un mot de travers, boum, dans la boîte. Et comme ça, on va remplir notre boîte d'expérience, enfin d'expérience entre guillemets. Et de cette façon, ça va fonctionner avec toutes nos différentes boîtes. Ce qui fait que lorsque l'on arrive à un moment donné, on va plus pouvoir vider cette boîte. Parce que maintenant, il y a beaucoup trop de choses dedans. Ce qui fait que les membres de différentes sectes, pour eux, ça va être difficile, voire impossible, de
laisser tomber cette fameuse boîte où il va y avoir les homophobes, où il va y avoir Satan, où il va y avoir, etc., etc., etc. La meilleure des choses qu'ils vont pouvoir faire, ça va être ou de se déplacer dans une autre secte, dans laquelle, en fin de compte, ils vont avoir les labels et les choses, mais ils vont juste les nommer différemment, ou bien ils vont combattre les sectes, et là, encore une fois, vous risquez fortement d'avoir exactement les mêmes boîtes, mais avec un label différent. En fin de compte, ils vont arracher les labels, ils vont mettre autre chose, et au lieu de combattre Satan, ils vont combattre les témoins de Jéhovah, ou ils vont combattre la Scientologie, mais en fin de compte, les principes resteront exactement les mêmes. Et c'est pour ça qu'une fois que les gens sont dans un mouvement que l'on peut considérer comme sectaire, quel qu'il soit, eh ben, ils vont être obligés de continuer dans la lancée, à faire d'autres sectes, à entrer dans d'autres mouvements, à se séparer et à former autre chose, et en fin de compte, rester en fin de compte dans le même monde et dans le même ordre de pensée. Et c'est donc pour ça qu'il est très difficile de les en faire sortir, à moins qu'ils en sortent eux-mêmes. Après, de travailler avec eux, c'est extrêmement difficile parce qu'on est obligé de démonter toutes ces boîtes, de leur apprendre une nouvelle façon de penser et de voir les choses, et c'est extrêmement compliqué. Voilà, maintenant vous avez une vue d'ensemble sur le phénomène sectaire, sur quels sont les points communs entre le mouvement woke, témoins de Jéhovah et ce que vous voulez, et en fin de compte, pourquoi il est très difficile en fin de compte de sortir de ces principes. J'avais pensé éventuellement travailler un petit peu plus, faire un autre webinaire sur les méthodes utilisées pour garder les gens dans les sectes, etc. Mais je ne pense pas que je le ferai. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Ce que je voulais faire comprendre, c'est en fin de compte la façon de penser totalitaire, les dangers de cette façon de penser et pourquoi en fin de compte il vaut mieux commencer à travailler là-dessus et à détruire un petit peu cette façon de penser. Parce que tant que l'on ne détruit pas cette façon de penser, tant qu'on ne voit pas en dehors de ça, il va être très difficile d'en sortir. Et vous pouvez appeler le mouvement totalitaire comme le mouvement pour la défense de l'environnement, les véganes, ce que vous voulez. En fin de compte, on n'en sort pas tant qu'on reste bloqué entre ces différents murs. Voilà. En fin de compte, ça s'est passé un petit peu plus rapidement que je le craignais, un peu plus longuement que je l'espérais. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie que je traite d'un autre sujet ou même que j'aille un petit peu plus loin dans le phénomène sectaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et puis, sinon, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Cyril Malka, Sang du vent. Sang du vent. Sang du vent. Cyril Malka. Cyril Malka, Sang du vent.